Je donne pour une intervention, avant de lui donner la parole pour sa communication propre, à Jacques Beaulieu. Oui, merci. On a très bien compris, tu as montré combien le trajet des étudiants est long et complexe. En gros, il faut 14 à 15 ans, si on redouble la première année, c'est souvent le cas, pour devenir un chirurgien autonome en pleine responsabilité. C'est ça qu'il faut retenir. 15 ans de formation, post-baccalauréat. Ça, c'est le premier point. Alors, quand on interviewe les internes, et à la suite des manifestations qu'il y a eu dans la rue et qui ont valu, c'était en novembre-décembre dernier, qui ont valu l'idée de créer ce comité de travail sur le métier de chirurgien, quand on interviewe les internes sur leur sujet d'anxiété, c'est assez embrouillé. Alors, ce que j'ai retenu, ils sont inquiets de la sélection. En fait, l'examen classant national, vous le savez tous ce que je vais dire, mais la presse ne le sait pas, les jeunes ne le savent pas. L'examen classant national, c'est une illusion. C'est un examen qui permet de sélectionner les spécialités. Tout le monde est reçu, sauf ceux qui ont 0. Autrement dit, c'est en fonction de votre place à l'examen classant national qu'on a le droit de choisir une spécialité. Et les chirurgiens ne sont pas dans les premiers, actuellement, sachez-le. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui leur fait beaucoup de soucis, c'est leur place réelle dans les services. Vous savez comme moi que les services sont de plus en plus hyper spécialisés. Quand ils arrivent, avec Iraj Ganjbach, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, ils n'ont aucune connaissance chirurgicale. Et ce sont de super externes qui font des paperasses, qui ne vont pas au bloc. Et on arrive à la situation suivante, c'est qu'actuellement les internes sont des super externes et les chefs de clinique des super internes. C'est plus du tout comme ce que vous avez connu, vous, dans le passé. Et ça les inquiète beaucoup. Ils disent, il faut 1 ou 2 ans pour se rétablir, mais il faut essayer d'améliorer leur formation. On y travaille actuellement pour que véritablement ils soient plus aptes à faire de la chirurgie quand ils arrivent. Le deuxième point, c'est qu'il y a 2 types de cursus. Il y a ceux qui veulent faire une carrière simplifiée, ou tout du moins très orientés pour s'installer dans le privé, puis ceux qui veulent suivre ce long parcours pour devenir professeur. En fait, seulement 10% des chirurgiens vont devenir universitaires. Ce long parcours désespère les jeunes, de plus en plus. L'HDR, la thèse de sciences, la mobilité, ils ne veulent pas s'astreindre à ce long parcours. Et enfin, ils sont extrêmement anxieux de voir leurs aînés, anxieux eux-mêmes. C'est un sujet de transmission épidémique que l'on peut comprendre. Le dernier point, c'est quand même qu'ils jugent tous que la réforme, avec ce passage à 4 ans, de 5 ans à 4 ans, ça va être court pour se former en chirurgie. Car maintenant, avec les RTT, les récupérations des lendemains de garde, etc., les 4 ans vont devenir 3. Ça a été étudié. En France, 48 heures de travail pour un interne dans les normes européennes. Aux États-Unis, 80 heures. Et ils sont inquiets de ces 2 années de post-internat, en disant, et ça je suis d'accord avec eux, 2 ans ça va être très juste pour se former et devenir un chirurgien autonome en pleine responsabilité. Voilà ce que je voulais dire, c'est ça leur sujet d'anxiété. Avez-vous des questions à poser aux 2 orateurs sur la partie formation, en sachant que le 19 juin, il y aura une séance spécifique sur tout ce que l'Académie nationale de chirurgie pourra proposer pour améliorer la formation des chirurgiens. Qui veut prendre la parole? François Dubois. Oui, François Guérin a bien évoqué le problème de l'hyperspécialisation. Je crois qu'il faudrait dire aux futurs chirurgiens en formation qui gardent beaucoup d'ouverture d'esprit, qui ne se spécialisent pas, qui n'aient pas l'idée d'être hyper spécialisés, qui pensent à rester polydisciplinaires. Car il faut bien leur dire que probablement dans 10 ans ou dans 20 ans, le métier de chirurgien n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît même maintenant, et sans parler de ce que nous avons connu nous. Et on leur dise bien qu'ils peuvent être amenés à changer carrément de profession. Pas de profession, mais de spécialité. Enfin, donc ils restent très ouverts, qu'ils ne se mettent pas dans des espèces de starting box, là, qui puissent rester avec toutes les possibilités de la chirurgie ou d'une autre partie de la médecine. Alors, je voudrais pas... J'ai parlé à François Guéral tout à l'heure d'un chirurgien célèbre, mais qui est passé de la chirurgie viscérale et cardiaque à l'implantation capillaire. Donc, ça peut très bien se passer. François Dubois vient d'évoquer le changement qui peut intervenir dans les années qui viendront dans le métier de chirurgien. Bien entendu, tout ce que vous nous présentez aujourd'hui d'une façon remarquable
et regarde sur la chirurgie d'aujourd'hui. Or, il est vrai, et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je regrette qu'ils ne viennent pas de temps en temps ici, notre ami Guy Valencien. D'une part, à l'occasion d'un colloque à Scipion, et d'autre part, récemment, à l'Institut d'Hydro, où il y avait une grande réunion qui se consacrait à l'avenir de la médecine, etc. Et il a pris la parole pour dire que, de toute façon, pour ce qui était des chirurgiens, ce n'était pas un problème. Il fallait des ingénieurs de santé, sachant manipuler des appareils. Le reste serait fait par l'informatique et tout ça. Autrement dit, donner de la médecine de la fin du XXIe siècle une image qui a stupéfait l'assistance. Et en particulier, il y a eu une intervention de notre collègue Granger, qui, vous le savez, avec Grimaldi, a une activité très défensive de la défense de l'hôpital public. Et pour dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, François vient de l'évoquer. Alors, évidemment, est-ce qu'à un moment donné, il y a une place pour un regard, une réflexion vers ce futur, pour autant qu'il soit plausible, acceptable, parce que ça, c'est un problème quand même majeur d'évolution de la société. Merci et pardon d'avoir été un peu long. Jean-Gabriel Balic. Merci. Je ferai une petite réflexion sur l'avenir de la chirurgie et l'hyperspécialisation. J'irai un petit peu contre vous, M. Dubois. Je pense que l'avenir, c'est l'hyperspécialisation d'organes et qu'il n'y aura que des grands centres, privés, publics, et que dans ces centres, le chirurgien ne sera plus tout seul. Ils sont 2 ou 3 dans la spécialité. Et donc, la culture générale est importante à la base, mais ne sera plus indispensable. Savoir faire une trachéotomie, mettre un drain, je pense que dans tout établissement qu'il y aura 2 vasculaires, des ORL et tout. Et donc, je pense qu'on va vers cette spécialisation et qui sera également multidisciplinaire, avec les gastro-entérologues, les radiologues. Et enfin, dans tout ça, je pense qu'il faut que le chirurgien reste un chirurgien, M. Chapuis, et qu'il sache qu'on soigne des malades, et que chaque malade est particulier. Et notamment, quand on voit toutes ces recommandations de la HS qui tombent, quand on est en face d'un malade, je veux dire, il faut voir le malade, et chaque malade est particulier. Et je pense qu'il faut garder ce côté humain. Emmanuel Chartier-Kessler, et puis... Oui. Un mot pour le niveau des chirurgiens qui arrivent en sortant des 6 années de médecine, juste promus de l'ECN, et qui choisissent leur premier stage. Ils ne sont pas ni moins ni plus formés que ceux que nous étions sortant de nos 6 années. On n'avait pas plus de formation chirurgicale. La différence, elle est simplement dans le statut. Aujourd'hui, un interne est un étudiant. Il est inscrit à la faculté. Autrefois, l'interne était un élève en formation chirurgicale dépendant de l'hôpital. Et ils ne venaient pas avec le même état d'esprit. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un statut d'étudiant. Ils demandent des cours, ils sont inscrits dans un processus de cours, et on les a mis dans un processus étudiant qui ne promeut pas beaucoup la chirurgie en tant que telle. Donc est-ce qu'il ne faut pas, en fin d'études, c'est-à-dire 5e, 6e année, sensibiliser à la chirurgie ceux qui voudraient l'être pour leur donner déjà des bases, et c'est ce qui se passe un petit peu dans certaines facultés. Daniel Loisance. Un petit commentaire sur la durée de l'internat. Jacques, tu as très bien dit que de 5, on passe à 4. Il ne faut pas se leurrer. Ce passage de 5 à 4 a été imposé pour des raisons financières. En gros, la 5e année coûte 380 millions d'euros. Donc, ça a été la raison. La grosse difficulté, c'est que la France est en train de se singulariser et se mettre en marge des orientations européennes. Et il faudra un jour ou l'autre revenir de 4 à 5. Je peux me permettre un petit bémol dans la mesure où, enfin, lors des discussions avec la CNIPU, on l'a bien vu, on risquait de garder 5 années d'internat et de n'avoir qu'une année, voire même pas d'année de post-internat. Et que je défie aucun des membres de l'assistance de prouver qu'il a été mal formé. Or, vous avez tous été formés sur 4 ans d'internat. Et par contre, vous aviez fait 2 ans de clinica. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Enfin, 2 ans minimum. Et c'est la raison pour laquelle, pour beaucoup d'entre nous, on pensait qu'il valait mieux renforcer la période en responsabilité des chirurgiens que la période purement étudiante, surtout dans l'esprit de ce que vient de dire Emmanuel. Donc je crois qu'en effet, il faut être vigilant, comme tu le signales, mais ce qui fait un chirurgien, c'est le clinica ou l'assistanat, plus que l'internat. Donc, je crois. Y a-t-il sur ce problème de formation, Philippe Breil? C'est juste une boutade et pas un problème de formation. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ici comment je peux faire pour avoir mon diplôme de chirurgien sur un papier? Est-ce que quelqu'un sait ça? Oui. Parce que nous avons tous eu une équivalence avec nos internats de ville de faculté.
certains de nos collègues ont voulu se présenter dans des pays étrangers pour exercer la chirurgie. Et la première chose qu'on leur a demandé, c'est leur diplôme de chirurgien. Ils sont donc revenus à la faculté de Paris et ont demandé leur diplôme de chirurgien. Et je n'ai pas pu leur répondre sur le mode d'emploi. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a un diplôme, on a une équivalence qui est donnée au niveau de l'université. Et puis d'autre part, il y a la qualification donnée par Conseil de l'Ordre. Mais là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas de diplôme officiel. D'ailleurs, c'était une des idées du prédécesseur de Jacques, de Henri Bismuth. Et d'ailleurs, idée qui n'a pas disparu, qui est en cours de réflexion, qui est que l'Académie nationale de la chirurgie monte quelque chose qui aboutisse au fait que les chirurgiens aient un diplôme. Parce qu'en effet, la problématique que tu soulèves n'est pas totalement du type de la boutade. Bien. Donc nous allons passer à la deuxième... merci François Guéral. À la deuxième communication sur le métier de chirurgien et dans la partie de secteur public que va nous traiter Jacques Beaulieu. Et puis ensuite, Philippe Breil, Philippe Marr traiteront de l'exercice libéral en clinique ou ailleurs. Donc, dans cette division peut-être un peu artificielle et obligatoire pour l'exposé, puisque vous avez montré qu'on sera tous amenés probablement dans l'avenir, les futurs chirurgiens, de passer de l'un à l'autre, je vais vous parler de la profession de chirurgien en général et puis plus particulièrement du privé. Alors le contexte, je ne veux pas y revenir, le rôle de l'Académie de chirurgie est, à mon avis, de rétablir pour la grande presse et pour les jeunes étudiants la vérité sur ce métier. Alors, donc le métier de chirurgien, c'est un métier très hyper technique. Il faut que l'on sache d'emblée, qui demande beaucoup de spécificité, beaucoup de soins, et ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un chirurgien. S'astreindre à cette obligation d'acte chirurgical. Il faut que les gens sachent que l'activité, elle évolue énormément. Et actuellement, au bloc opératoire apparaissent tous les jours de nouvelles techniques. Dieu sait si Iraj Grangebach s'est fait le défenseur des activités interventionnelles, mais l'imagerie, l'endoscopie, la robotisation transforment nos blocs opératoires. Et il en est de même pour la cancérologie. Hier, j'ai entendu un exposé remarquable sur l'intérêt de la génomique et la connaissance de l'angiogenèse. Ça modifie actuellement complètement les indications opératoires et les chirurgiens, pas du futur, les chirurgiens de demain devront connaître ces notions. Et je ne parle pas de l'ingénierie tissulaire dont nous avons beaucoup parlé l'année dernière et de la médecine régénérative. Tout ça fait que la chirurgie, comme il a été dit tout à l'heure, la chirurgie de demain ne ressemblera pas à celle d'aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai été un chirurgien transplanteur, j'ai fait une demi-journée sur la virologie, 2 heures sur l'immunologie pendant mes études. Et pourtant, ça a été le contexte de ma vie. Donc il a toujours fallu que nous nous adaptions au progrès du jour. La féminisation de la profession, tout le monde en parle, elle est à prendre en compte. 38% actuels, d'après les données de l'adresse, sont des femmes. Pourquoi elle est à prendre en compte? Parce qu'il y a quand même une modification dans la charge de travail, indiscutablement, qui n'apparaît peut-être pas avant 35-40 ans. Mais après, lorsque les enfants apparaissent dans une famille, ça modifie le rythme de travail. Alors bon, il est facile de parler de la perte du pouvoir des chirurgiens, de l'aura des chirurgiens, par rapport au temps passé. Il est certain qu'actuellement, et surtout avec les nouvelles règles du système HPST, face à l'administration, au directeur d'hôpital, face aux anesthésistes, notre rôle a bien diminué. Et vous savez que le rôle du chef de service, il en est de même à l'heure actuelle. Donc, pourtant, malgré tout ça, la chirurgie française est classée dans le monde comme une chirurgie de grande qualité. Le rôle du chirurgien, ce n'est pas inutile de le rappeler, vous le savez tous ici, mais je crois qu'il faut le rappeler publiquement. C'est quand même celui qui habituellement reçoit le malade à l'hôpital. Quand il vient consulter le chirurgien. Et c'est lui qui l'oriente ensuite vers les traitements. Donc il doit maîtriser toutes les indications. Et non seulement ça, il doit connaître les alternatives thérapeutiques. Ça, je regrette souvent que les chirurgiens ne connaissent pas ces alternatives thérapeutiques qui sont à mettre en balance avec les autres possibilités thérapeutiques et en particulier chirurgicales.
Il doit maîtriser les techniques, mais aussi il doit maîtriser le traitement des complications. Il faut qu'on arrête de voir les malades opérés dans des établissements et adressés au CHU parce qu'ils font des complications. C'est trop fréquent, c'est trop facile, et le chirurgien doit être maître de cela. Alors, quelles sont les qualités requises? C'est toutes les qualités des médecins, et je n'en ferai pas le tour. Il y a quand même quelques points. L'habileté et la rapidité, ça me paraît quand même important à rappeler, c'est quelquefois oublié. Et la résistance au stress, à la fatigue. Un chirurgien n'a pas le droit à la fatigue. La résistance au stress, oui, parce que faire front à la chirurgie de guerre, faire front aux catastrophes, c'est parfois très éprouvant, mais aussi le stress de tous les jours. Faire face aux complications opératoires qu'on a générées par son acte opératoire du matin, mal dormir la nuit et recommencer à 7 heures à travailler comme s'il n'en était de rien, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans les autres spécialités médicales. Alors, il y a des problèmes communs à tous les chirurgiens. Moi, avant tout, je vous avais interrogé un peu, vous m'avez tous dit, c'est un métier où il y a beaucoup de contraintes. Je crois que c'est le mot qu'il faut faire sortir avant tout. On est responsable en toute cause, et quand on va au tribunal, au palais de justice, c'est nous qui sommes en premier lieu attaqués et mis en responsabilité, bien avant les autres spécialités médicales qui nous entourent. Il faut avoir une disponibilité constante. Les gardes, les horaires, l'absence de week-end, le retour de vacances un peu imprévu font que la vie familiale est bien modifiée, et ça retentit beaucoup sur la qualité de notre vie familiale. Le stress, je viens d'en parler, il faut savoir résister au stress. La dépendance vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure, ça c'est fondamental. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors la judiciarisation, tu en as dit quelques mots, je vais y revenir. Sachez enfin que les carrières sont courtes. On commence en général à travailler vers 35 ans, à être en pleine responsabilité vers 35-36 ans, et ça se termine à 64-65 ans. Alors j'ai fait une petite étude que je vous avais présentée et que j'ai simplifiée aujourd'hui avec l'URML de Lyon grâce à Jacques Caton. Elle est intéressante parce qu'elle représente la chirurgie. Alors, ce n'est plus la chirurgie parisienne, c'est la chirurgie de la province. Il y a des centres hospitaliers universitaires, il y a tout ce qui se passe dans la campagne. Alors, vous savez que cette chirurgie a évolué, en particulier en chirurgie viscérale. Cette enquête, je l'ai faite concernant la chirurgie viscérale dans la région Rhône-Alpes. On fait face à un vieillissement de la population, à une augmentation du nombre de cancers, à un transfert de certains de nos actes vers d'autres spécialités, et à la crise démographique. Je passe rapidement. Le but était de réaliser une étude documentée, régionale, sur l'activité des chirurgiens viscéraux concernant les contours de la pratique de nos activités. Alors la méthodologie, ça a été un questionnaire que j'ai adressé aux chirurgiens à 2 reprises, qui m'a été obtenu un taux de réponse supérieur à 50%, ce qui, d'après les études d'enquête, est un excellent taux. Et ça, je dois remercier les services de l'URML et notamment les secrétariats qui m'ont beaucoup aidé. On a pu définir le temps de travail, le temps passé aux consultations, à l'enseignement, à la recherche, à la surveillance, car comme il a été dit tout à l'heure par Jean-Gabriel Balic, le chirurgien, l'activité ne se passe pas qu'au bloc opératoire, elle se passe bien souvent avant et après. Alors, voilà l'enquête. Il y avait 60 chirurgiens, 43% qui étaient des salariés exclusifs, 35% des libéraux exclusifs et activités mixtes, 18%. Je passe. Alors, cette diapositive un peu petite peut-être vous montre que 31% des chirurgiens assuraient des gardes, que le temps de garde était de 50 heures par mois. Voilà comment se répartit l'activité dans une journée. 24% pour les consultations, un peu plus pour ceux qui sont en clinique privée, par rapport à l'hôpital public. La surveillance clinique, 22%. L'acte chirurgical lui-même aux environs de 40% du temps de travail. La gestion, l'administration, les autres activités, les réunions prennent un temps important. Et je rappelle ici que la durée d'une consultation est de 18 à 20 minutes en moyenne. Alors quand on additionne tout ça, on aboutit, en tenant compte des gardes et des astreintes, à environ 100 heures par semaine de travail, si on tient compte des astreintes. Alors vous me direz, un certain nombre d'astreintes se passent à domicile. Voilà, l'enquête, elle avait concerné ce type de chirurgien. Il y avait avant tout des viscéralistes et des chirurgiens généraux, mais toutes les spécialités étaient représentées. La description de l'activité, bon, 29% la cancérologie, la chirurgie programmée 67%, la chirurgie d'urgence 27%, et la celluliochirurgie 41%, ça a probablement un peu augmenté par rapport à cette enquête.
Et alors, ça, c'est intéressant. Vous voyez que quand on étudie dans la région Rhône-Alpes sur 3 mois, ce qui a été fait, vous voyez qu'en prenant tous les établissements confondus, et si on compare les établissements salariés et libéraux, eh bien, il y a très peu de chirurgie hépatique, très peu de chirurgie de l'œsophage en privé, et qu'elle a l'habitude de se faire de plus en plus dans les gros centres, et c'est peut-être un bien. Alors l'âge où est souhaité l'arrêt d'exercer, c'est 65 ans en moyenne pour 40% des chirurgiens. Il y en avait quand même 40% qui ne savaient pas très bien à quel âge ils allaient s'arrêter. Alors en synthèse, il y avait un bon taux de réponse, profession à majorité masculine, l'âge moyen de l'enquête c'était 48 ans, la majorité travaillait à l'hôpital, 43% ont une activité exclusivement salariée, 39% libérale, 18% mixte, et la cancérologie représentait 29% de l'activité. L'activité en celluliochirurgie, 43%, et au total, je réinsiste bien sur ce chiffre, de 100 heures de travail par semaine, toutes gardes confondues. Alors pour la judiciarisation qui a été évoquée il y a quelques instants, je retiens les chiffres du quotidien du médecin de décembre dernier, dont les sources sont la MACSF. Un chirurgien libéral sur 2 a été mis en cause en 2011. Et l'Observatoire des risques médicaux a trouvé sur les 3326 dossiers chirurgicaux, par rapport aux 5513 de l'ensemble des spécialités, ce qui représente 60% des mises en cause des chirurgiens, sur l'ensemble des dossiers de mise en cause. Et le montant moyen d'indemnisation des malades, 115 768 € pour les malades indemnisés. Quelques mots sur la vérité des gains en général. Vous voyez que c'est une diapositive qui nous a été donnée il y a quelques mois par Pierre Mourican. Vous voyez que les chirurgiens français sont au bas de l'échelle, surtout pour ce qui concerne les orthopédistes, par rapport aux autres pays qui nous entourent et qui sont qualifiés de développés. Vous voyez que cela est dû, on y reviendra tout à l'heure, à une absence de revalorisation de l'acte chirurgical, mais je laisserai à Philippe Breil aborder ce sujet un peu plus en profondeur. L'absence de revalorisation depuis 30 ans fait que l'acte opératoire n'a fait que perdre son remboursement par rapport à sa valeur par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Alors en secteur public, le secteur public c'est attirant, c'est certain, ça comprend le CHU et le centre hospitalier général. Pourquoi c'est attirant? Parce que probablement l'activité est moins risquée. Tout à l'heure, j'ai trouvé un mot dans le résumé de Philippe Breil, il parle de cocon. C'est un peu faux, c'est quand même pas tout à fait un cocon. Mais c'est plus tranquille que l'activité privée. Le travail en équipe est peut-être plus facile. Il y a probablement moins de soucis financiers, une relative tranquillité d'esprit, une sécurité de l'emploi par rapport au secteur privé, et un accès à la chirurgie lourde, voire très lourde, qui n'est possible que dans certains services hyper spécialisés. Je parle de la transplantation, de l'ingénierie tissulaire. Alors, c'est ce qui fait qu'actuellement, la grande majorité des jeunes optent pour une carrière dans le secteur public. Mais il y a un manque de postes en CHU. Et vous savez très bien qu'un certain nombre de postes sont occupés par des contractuels temporaires, par des PU à titre contractuel temporaire. Il y a un faible pouvoir décisionnel des médecins dans la loi HPST et c'est aggravé encore. Il y a de multiples contraintes administratives. C'est vraiment effroyable. Et moi, les dernières années de ma pratique, j'ai passé beaucoup trop de temps à remplir des papiers et des documents, ce qui ne m'accordait pas tellement. Il y a une dépendance vis-à-vis de l'environnement, un environnement de fonctionnaire qui est astreint aux 35 heures et qui fait que très souvent l'acte chirurgical dure, enfin la maladie ça dure plus de 35 heures. Et puis il y a beaucoup de postes qui ne sont pas occupés. J'ai marqué 35% de postes en praticiens contractuels. Alors pour ce qui concerne les aspects financiers, je passe très vite. Un praticien universitaire en début de carrière, c'est 4 000 € par mois. Un PUPH, c'est 5 800 et ça termine au maximum de l'échelle pour ceux qui sont classe exceptionnelle, et ils sont loin de l'être tous, à 11 500 € brut par mois. Brut, hein. Il n'y a pas de rémunération spécifique pour les contraintes administratives, le clin, le clan, la chefferie de service. Pas un centime de plus pour la chefferie de service, alors qu'on vient travailler le dimanche après-midi ou le samedi, parce que c'est assez compliqué maintenant. Aucun reversement pour les commissions, la participation aux commissions, auxquelles nous sommes astreints, alors que dans d'autres pays du monde, tout est pris en compte. Et il y a une très grande difficulté
de se constituer actuellement un secteur privé en hôpital public qui fait que beaucoup de jeunes abandonnent l'idée d'avoir un secteur privé en secteur public, les prélèvements étant devenus tellement élevés qu'on se demande comment ça peut fonctionner. Alors malgré tout ce que j'ai dit, il faut savoir que cette carrière reste tout de même attractive, que beaucoup de jeunes, et notamment avec l'élargissement du numerus clausus, s'orientent vers cette carrière. Je voulais simplement rétablir la vérité, et une fois encore, vis-à-vis du grand public et des jeunes en période de choix. Je vous remercie. Avez-vous des interventions, Bernard Launois? Non, juste une remarque sur le salaire de PUPH en classe exceptionnelle. Parce que moi, c'était moitié moins. Et quand je suis passé à la retraite, c'était un peu plus parce qu'il n'y avait plus les prélèvements. Non. On va en parler tout à l'heure. J'additionne le salaire hospitalier et le salaire universitaire. Ça fait bien cette somme-là. Tous n'en font pas. Mes deux Je vous signale qu'il y a 5%. Les deux successeurs n'en font pas. Il y a 5% des hospitaux universitaires qui sont en classe exceptionnelle et que les gens passent en classe exceptionnelle en général aux alentours de 62-63 ans et que 95% des gens qui passent en classe exceptionnelle restent en classe exceptionnelle une durée qui varie de 2 à 3 ans, pas plus. Donc, comme toujours, enfin, j'en parlerai tout à l'heure au moment des retraites, on donne toujours les chiffres extrêmes. Mais les chiffres extrêmes sont faux, puisque par définition, ils sont extrêmes. Tu voulais dire à François Dubois qu'on n'est pas là pour parler du passé. Je parle de aujourd'hui. Se constituer un secteur privé à l'hôpital public, c'est extrêmement inquiétant. Et certains l'abandonnent. Le chef de service qui m'a succédé vient de l'abandonner. Et le plus jeune des agrégés a préféré ne pas faire de clientèle privée à l'hôpital. Autre remarque? Oui, je ne vois pas. C'est Dubousset, je crois. Dubousset. Oui, ma proposition, je l'ai faite déjà depuis de nombreuses années, c'est que tout PUPH passe au moins 5 ans dans le secteur privé avant de devenir dans le secteur public. Pour les raisons dont tu as parlé, qui sont très bien, le coucounage, la responsabilité vis-à-vis de tout le monde, et ça leur changerait peut-être un peu la manière d'approcher les patients. Alors moi, je partage votre idée. Simplement, je voudrais que vous m'expliquiez en pratique comment on va l'organiser, ça. Vous imaginez que, par exemple, un jeune futur agrégé s'installe 5 ans dans le privé, puis quitte le privé pour venir dans le public. C'est ça pas possible. Qui va à la chasse perd sa place. Non mais, si je peux me permettre, pour aller dans le sens de Dubousset, en urologie, on est 3 ou 4 à avoir fait ça. Par exemple, Alain Leduc et moi-même, on est partis de la séance publique à la fin de notre clinica. On a été dans des structures PSPH, mais qui étaient l'équivalent. Moi, j'ai passé 4 ans, puis ensuite, je suis revenu. J'ai été appelé par mon maître Châtelain, qui est ici dans la salle, et ensuite, j'ai concouru. Donc, le fait de partir, maintenant, on demande aux futurs universitaires de faire 1 an à l'étranger, donc ça demande de faire un peu plus ailleurs. Donc, je crois qu'on peut difficilement l'établir en tant que règle obligatoire, mais il est sûr qu'à titre personnel, et j'en avais parlé longtemps avec Alain Leduc, le fait tous les deux d'avoir été dans des structures différentes, à la fois publiques et privées, nous a beaucoup aidé dans notre carrière, entre guillemets, notamment administrative et universitaire après, parce qu'on a connu un éventail de choses que certains qui avaient été, je ne parle pas de ceux qui ont été externes et jusqu'à professeurs dans le même hôpital, voire dans le même service, mais qui n'avaient rien vu d'autre, c'est évident que c'est très enrichissant, et donc je crois qu'il ne faut pas rejeter cette proposition, mais il faut l'adapter, voir. L'idée que vous avez, elle est excellente. Ce qu'on peut dire vis-à-vis de nos tutelles, puisqu'on est là pour faire passer aujourd'hui certains messages, c'est que nous avons pour la plupart, et je pense vous comme moi, fait des remplacements dans le secteur privé. Et maintenant, c'est devenu quasi l'exception, le remplacement. C'est voire impossible pour les internes, et c'est devenu très rare. Donc ça, c'est
regrettable, parce que j'ai énormément appris dans le fonctionnement, dans l'organisation du système privé, et je regrette que les jeunes, souvent, ne le fassent pas. Mais je pourrais dire, alors je vais plus loin, la même chose pour nos surveillantes, elles devraient toutes aller dans le secteur privé. Voilà. Emmanuel Chartier-Casser. Un complément, c'est ceux qui ne font pas de privé à l'hôpital prennent la prime de secteur public exclusif, ce qui compense pas le secteur privé, mais pousse certains à une activité minimaliste en récupérant cette prime et en disant « j'aurai pas la charge du privé à côté ». Donc il y a en ce moment un petit peu ce vent-là, et je trouve ça minimaliste, mais c'est comme ça que ça se passe. Deuxième chose, j'avais eu la chance de participer à la mission Madillon sur la mission compétences, et c'est pour les conclusions de votre travail. Ce qui était ressorti, c'est que pour faire un bon chirurgien, il fallait quelqu'un qui sache travailler en équipe. Et qu'aujourd'hui, si on veut défendre notre métier, ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'on apprenne aux jeunes tout de suite à savoir travailler collectivement et en équipe. Dans les hôpitaux et les cliniques, ce sont des équipes qui travaillent ensemble. Quand on opère un patient, les suites seront assurées peut-être par un autre de l'équipe. Ça veut dire une confiance mutuelle et un savoir travailler en équipe avec des référentiels. Et ça, c'est l'avenir de notre métier. On ne survivra pas autrement. Les jeunes, il faut qu'ils l'apprennent très tôt et c'est difficile. Y a-t-il d'autres remarques sur la partie du secteur public ? Moi, je voulais en faire une. C'était à propos, Jacques l'a évoqué, mais n'a pas insisté. C'est à propos du secteur public non universitaire. Il y a eu, il y a 15 jours ou 3 semaines, la journée des qualifications organisée par le Conseil de l'Ordre qui regroupe l'ensemble des présidents et anciens présidents des commissions de qualification. Donc il se trouve pendant 12 ans ou 15 ans, j'étais président de la commission de qualification en urologie. Lors de cette journée qui regroupait l'ensemble des spécialités chirurgicales, il a été quand même mis le doigt sur un certain nombre de problèmes qui sont que, et ça c'est vrai dans toutes les spécialités, nos tutelles administratives sont dans la capacité exacte de savoir le nombre de chirurgiens travaillant dans les hôpitaux publics non universitaires, se réclamant d'une qualification X ou Y et qui ont véritablement cette qualification. Car vous savez qu'il y a eu pour les chirurgiens à diplôme étranger extra-européen des systèmes successifs, dont le dernier s'appelle la PAE, qui, sur le plan théorique, était un bon système, c'est-à-dire qu'il obligeait les gens à passer un examen. Ceux qui sont reçus à l'examen doivent faire pendant 3 ans des stages dans des services, puis ensuite passer devant une commission pour savoir s'ils peuvent être validés dans telle ou telle qualification. Le problème, c'est que, voyant cela, beaucoup de gens ne se présentent plus à cet examen, mais travaillent toujours dans les hôpitaux publics. Et actuellement, il y a un nuage totalement opaque de qui travaille dans les hôpitaux publics non universitaires. Les directeurs d'hôpitaux publics non universitaires font des études de marché sur les spécialités d'avenir, engagent des chirurgiens soi-disant spécialistes de ces spécialités d'avenir pour créer des services théoriquement appelés de telle ou telle spécialité sans aucune qualification officielle, et on voit apparaître de plus en plus d'évolutions de ce type. Et plusieurs personnes, il y avait un représentant de la DGOS qui était là, plusieurs personnes ont insisté parmi les présidents de commission sur ce problème-là qui est extrêmement prégnant et difficile. Et alors inversement, le fait des diplômes étrangers intra-européens ne règle pas tous les problèmes, puisqu'eux, ils ne passent pas du tout devant les commissions de qualification, et que suivant les spécialités et suivant les pays, par exemple pour l'urologie, en Allemagne, où plus de 70% des urologues allemands sont des urologues médicaux, et en Italie, où plus de 80% des urologues italiens sont des urologues médicaux, ils ont le diplôme d'urologue, ils peuvent donc s'exercer en France, la chirurgie, parce qu'ils sont urologues, alors qu'ils n'ont pas été formés en chirurgie. Et il n'y a aucun moyen de contrôler ça. Donc, cette partie-là, c'est véritablement un sujet sur lequel on est un certain nombre, on essaye d'alerter les pouvoirs publics là-dessus. Manifestement, les gens commencent à se rendre compte du problème, mais qui est en plein dans la difficulté. Alors, il faut reconnaître que les individus qui sont sur ces postes sont malheureusement eux-mêmes des victimes, parce qu'on les fait venir pour remplacer des chirurgiens français qui ne vont pas sur ces postes, pour des raisons qui sont à la fois des raisons
comme l'a dit Jacques, de contraintes et pour des salaires misérables également. Donc je pense que c'est important qu'on évoque également ce problème pour la partie publique non universitaire. Oui, Philippe Marre. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre président à propos des difficultés des directeurs d'hôpitaux généraux pour recruter des gens de qualité. Les centres anticancéreux en France et de grands établissements privés en Amérique du Nord comme la Mayo Clinic, la LA Clinic, la Cleveland Clinic ont des directeurs médicaux. Et je pense que notre confrérie pourrait faire cette suggestion dans le même sens que celle de Jean Dubousset, qu'il y ait des directeurs médicaux, pas peut-être dans tous les établissements, mais dans les établissements importants, qui viennent travailler à côté des directeurs administratifs qui ne connaissent rien à la profession médicale. Autre remarque, autre question, Philippe Breil. Juste une seule remarque, il y a un énorme obstacle à l'existence des directeurs médicaux, car ces directeurs médicaux existaient autrefois dans les établissements privés. C'est que, étant médecins, ils sont astreints à la déontologie et à l'inscription à l'ordre, et dès cet instant, ils endossent toute la responsabilité des actes qui sont pratiqués dans l'établissement. Donc il faudrait, pour cette bonne idée, il faudrait prévoir des dérogations juridiques extrêmement précises pour les désengager de la responsabilité de leurs ouailles. Merci Philippe. Eh bien,